Je me demande bien qui ça peut bien être qui est présent ici. Merci beaucoup pour tous vos follow, vous êtes adorables. Avant de commencer la lecture, je vais juste préciser que j'écorche certains noms de personnages, puisque j'ai découvert le livre quand j'étais petite. Les films n'existaient pas. Et du coup, certains noms, il n'y avait pas de lecture, enfin, il n'y avait pas de film avec quelqu'un qui disait les noms à haute voix. Et notamment, par exemple, Ron, Ron Weasley, qui se dit Ron. Voilà, moi je l'appelle Ron parce que quand j'étais petite, pour moi, R-O-N en français, ça se lit Ron. Du coup, j'égorge certains pseudos, enfin certains noms de personnages, j'en suis navrée. Mais pendant des années, j'ai enregistré avec cette mauvaise prononciation. Et du coup, je n'arrive pas à m'y faire quand je lis et je ne peux pas changer cette prononciation, j'en suis navrée. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Allez, on y va. Harry mit plusieurs jours à s'habituer à cette étrange et nouvelle liberté. Jamais auparavant, il n'avait eu la possibilité de se lever quand bon lui semblait ou de manger ce qui lui plaisait. Il pouvait même aller où il voulait, à condition que ce fût sur le chemin de traverse. Mais, comme cette longue rue pavée rassemblait les plus extraordinaires boutiques de sorcellerie du monde, Harry n'avait aucune envie de désobéir à Fudge en s'aventurant dans le monde des Moldus. Chaque matin, il prenait son petit déjeuner dans la salle du chaudron baveur, où il prenait plaisir à observer les autres clients, de drôles de petites sorcières débarquées de la campagne pour faire du shopping sur le chemin de traverse, de vieux mages vénérables commentant les derniers articles du mensuel de la métamorphose, des sorciers hirsutes, des nains tapageurs et même un jour quelqu'un qui avait l'air d'une harpie et qui commanda une assiette de foie cru, la tête dissimulée sous un passe-montagne. Merci pour le bisou, c'est très gentil. Après le petit déjeuner, Harry sortait dans la cour, derrière le pub, prenait sa baguette magique, tapotait la troisième brique au-dessus de la poubelle en partant de la gauche et attendait que s'ouvre la porte en arcade. Oh non! Oh, je suis désolée pour les sons du téléphone. La porte en arcade qui donnait accès au chemin de traverse. Il passait de longues journées ensoleillées à explorer les boutiques et à manger à l'ombre des parasols multicolores disposés aux terrasses des cafés, où les autres clients se montraient leurs achats. C'est un lunascope, mon vieux. Plus besoin de se fatiguer à faire des cartes de la lune. Oh, commenter l'évasion de Sirius Black. Personnellement, je ne laisserai plus les enfants sortir seuls tant qu'il ne sera pas retourné à Azkaban. Harry n'avait plus à faire ses devoirs de vacances en cachette sous sa couverture. À présent, il pouvait travailler en plein jour à la terrasse de Florian Fortarome, le glacier. Parfois, il bénéficiait de l'aide de Florian lui-même, qui savait beaucoup de choses sur les chasses aux sorcières du Moyen-Âge et donnait à Harry des Sundays gratuits toutes les demi-heures. Depuis qu'il avait rempli sa bourse de galions d'or, de morning d'argent et de noises de bronze, il était allé chercher dans sa chambre forte de Gringotts. Harry devait faire des efforts considérables pour ne pas tout dépenser d'un seul coup. Il avait encore 5 années d'études à faire
semaines après son arrivée au chaudron baveur. Son sens de l'économie fut en effet mis à rude épreuve lorsqu'il vit une foule s'engouffrer soudain dans sa boutique préférée, le magasin d'accessoires de Quidditch. On est en train de lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans la version Mina Lima, l'édition Mina Lima. Et merci pour les cadeaux, merci pour tous vos follow, vous êtes adorables. Intrigué, Harry entra à son tour et se fraya un chemin parmi les sorciers surexcités jusqu'à un podium qui venait d'être installé. Il aperçut alors le plus extraordinaire balai qu'il eût jamais vu. « Ça vient de sortir, c'est un prototype, dit quelqu'un à côté de Harry. C'est vrai que c'est le balai le plus rapide du monde, papa, demanda un jeune garçon accroché au bras de son père. L'équipe nationale d'Irlande vient de commander 7 de ces merveilles pour ses joueurs, annonça le patron du magasin. Et ils partent favoris pour la Coupe du Monde. Une grosse sorcière qui se tenait devant Harry se décida enfin à bouger et il put alors lire l'écriteau posé à côté du balai. L'éclair de feu, avec sa ligne aérodynamique et son manche en bois de frêne recouvert d'un vernis garanti inattaquable. Ce balai de course représente le dernier cri en matière de technologie. Chaque modèle porte sur le manche un numéro de fabrication gravé à la main qui garantit sa qualité. Les branches de bouleau soigneusement sélectionnées ont été taillées une par une pour obtenir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donnant à l'éclair de feu un équilibre et une précision insurpassables, avec des accélérations de 0 à 240 km/h en 10 secondes et un sortilège de freinage à toute épreuve. L'éclair de feu offre les meilleures performances et les meilleures conditions de sécurité actuellement disponibles sur le marché. Prix sur demande. Bah, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas affiché le prix. Ça coûte bien trop cher. Oh, regardez, c'est le nouveau. L'éclair de feu, il est là. On voit Harry qui est en train de l'admirer. C'est vrai qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet éclair de feu. Tous les gens qui le regardent en mode waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce Comet, Nimbus 2001, Nimbus 2000, les robes à l'étage, étoiles filantes. On a plein de modèles différents dans les différentes expositions. Prix sur demande. Harry n'osait même pas songer à la quantité d'or que pouvait coûter une telle merveille. C'était la première fois de sa vie qu'il désirait quelque chose avec autant d'intensité. Mais après tout, il n'avait jamais perdu un match de Quidditch sur son Nimbus 2000. Alors, à quoi bon vider le contenu de sa chambre forte de Gringotts pour acheter un éclair de feu, puisqu'il possédait déjà un excellent balai? Harry ne demanda pas le prix, mais il revint presque chaque jour dans le magasin pour contempler l'objet. Il y avait beaucoup d'autres choses qu'il était obligé d'acheter. Il passa chez l'apothicaire et renouvela son stock d'ingrédients pour potions. Puis, il acheta de nouvelles robes de sorcier, celles de l'année dernière étant désormais trop courtes de plusieurs centimètres. Plus importante encore, il fit l'acquisition de ces nouveaux manuels, notamment ceux qui traitaient des 2 nouvelles matières qu'il étudierait cette année, soins aux créatures magiques et divination. Harry eut une surprise en regardant la vitrine du libraire. Au lieu de l'habituelle exhibition de grimoires de la taille d'un pavé à la couverture
cherchez vos nouveaux livres? Oui, dit Harry. J'ai besoin de... Écartez-vous, dit le libraire d'un ton impatient en repoussant Harry. Il passa une paire de gants épais, saisit une grosse canne noueuse et s'avança vers la porte de la cage aux livres monstrueux. Pas la peine, dit Harry. J'en ai déjà un. Vraiment? Le visage du libraire exprima un profond soulagement. Ça, c'est une bonne nouvelle, dit-il. Je me suis déjà fait mordre 5 fois ce matin. Un bruit de déchirure retentit alors. Des livres monstrueux en avaient attrapé un troisième et s'acharnaient à le mettre en pièces. Arrêtez, arrêtez, s'écria le libraire en leur donnant de grands coups de canne à travers les barreaux de la cage. Je ne laisserai plus jamais ces horreurs entrer dans ma boutique. Plus jamais. C'est devenu une maison de fous. Je croyais qu'il n'y aurait jamais rien de pire que le jour où on a acheté 200 exemplaires du livre invisible de l'invisibilité. Ils nous ont coûté une fortune et on ne les a jamais retrouvés. Qu'est-ce que vous auriez voulu? J'aurais besoin du livre de Cassandra Wablatsky intitulé « Levez le voile du futur », dit Harry, un œil sur sa liste. « Ah, vous allez étudier la divination », dit le libraire en conduisant Harry au fond du magasin, dans un coin consacré à la voyance. Une petite table croulait sous des ouvrages du genre « Prédire l'imprévisible »,« Protégez-vous contre les chocs » ou « Cristal brisé, les mauvais coups du sort ». Le libraire monta sur un escabeau et lui tendit un gros volume relié de noir. Levez le voile du futur, excellent guide d'initiation aux principales méthodes de divination, chiromancie, boule de cristal, marc de café. Mais Harry n'écoutait pas. Son regard était tombé sur un autre livre exposé au milieu d'une petite table. Présage de mort, que faire lorsque l'on sent venir le pire? Si j'étais vous, je ne lirais pas ça, dit le libraire d'un ton léger. Sinon, vous allez commencer à voir des présages de mort partout et vous finirez par mourir de peur. Mais Harry continuait de regarder fixement la couverture du livre. Elle représentait un gros chien noir, de la taille d'un ours, avec des yeux flamboyants. Un chien qui avait quelque chose d'étrangement familier. Le libraire lui mit entre les mains un exemplaire de Lever le voile du futur. « Il vous faut autre chose ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Harry, en arrachant son regard de l'image du chien pour consulter d'un air absent sa liste de livres. « Il me faudrait le manuel du cours moyen de métamorphose et le livre des sorts et enchantements, niveau 3. » 10 minutes plus tard, Harry sortit de chez Fleury et Botte avec des nouveaux livres sous le bras et retourna au chaudron baveur. Il marchait droit devant lui, sans faire très attention où il mettait les pieds, et bouscula plusieurs personnes sur son passage. Il monta d'un pas lourd les marches de l'escalier, entra dans sa chambre et jeta les livres sur le lit. Quelqu'un était venu faire le ménage. Les fenêtres étaient ouvertes et le soleil inondait la pièce. Derrière lui, Harry entendait le bruit des autobus qui roulaient dans le monde invisible des moldus, mêlé à la rumeur de la foule, tout aussi invisible, qui se pressait sur le chemin de traverse. Il aperçut alors son reflet dans le miroir, au-dessus du lavabo. Ça ne pouvait pas être un présage de mort, dit-il à son image sur un ton de défi. J'étais pris de panique quand j'ai vu cette chose dans Magnolia Crescent. C'était sans doute un simple chien errant. Il leva machinalement la main et essaya d'aplatir ses cheveux. Ça, c'est un combat perdu d'avance, dit alors son miroir d'une voix sifflante. À
mesure que les jours passaient, Harry essayait de repérer Ron ou Hermione dans la foule. On voyait à présent de nombreux élèves de Poudlard sur le chemin de traverse. Dans le magasin d'accessoires de Quidditch, Harry rencontra Seamus Finnegan et Dean Thomas, ses camarades, de classe de la maison de Gryffondor. Eux aussi regardaient l'éclair de feu avec des yeux ronds. Devant la librairie, il rencontra également le véritable Neville Londubat, un garçon distrait, au visage lunaire. Harry ne s'arrêta pas pour bavarder avec lui. Neville avait perdu sa liste de livres et se faisait réprimander bruyamment par sa redoutable grand-mère. Harry espérait bien qu'elle n'apprendrait jamais qu'il s'était fait passer pour son petit-fils dans le Magicobus. Le dernier jour des vacances, Harry se réveilla en pensant qu'au moins il était sûr de revoir Ron et Hermione le lendemain à bord du Poudlard Express. Il se leva, s'habilla, alla jeter un dernier coup d'œil à l'éclair de feu et s'apprêtait à aller déjeuner lorsque quelqu'un cria son nom derrière lui. Harry, Harry. Ils étaient là tous les deux, assis à la terrasse de chez Florian Fort à Rome, et lui faisaient de grands signes de la main. Hermione arborait un bronzage impressionnant, et Ron semblait avoir plus de taches de rousseur que jamais. Enfin, dit Ron avec un large sourire, tandis que Harry s'asseyait à leur table. On est allé te chercher au chaudron baveur, mais ils nous ont dit que tu étais parti. J'ai déjà acheté toutes mes fournitures, expliqua Harry. Mais comment avez-vous su que j'étais au chaudron baveur? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu viens dire bonjour, c'est ça? Par mon père, répondit simplement Ron. Monsieur Weasley, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? C'est pas encore l'heure de manger, il est beaucoup trop tôt. Ah non, 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 chut, 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 chut. Pour le moment, c'est l'heure de l'histoire. Monsieur Weasley, qui travaillait au ministère de la magie, devait être au courant de toute l'histoire, y compris de ce qui était arrivé à la tante Marge. C'est vrai que tu as gonflé ta tante comme un ballon, demanda Hermione d'un ton grave. Je ne l'ai pas fait exprès, assura Harry, pendant que Ron éclatait de rire. J'ai simplement perdu mon sang-froid. Ce n'est pas drôle, Ron, dit sèchement Hermione. Honnêtement, je suis stupéfaite que Harry n'ait pas été renvoyé de Poudlard. Moi aussi, admit Harry. Je m'attendais même à me faire arrêter. Ton père ne sait pas pourquoi Fudge a fermé les yeux, ajoute-t-il en se tournant vers Ron. Sans doute parce que c'est toi, répondit Ron qui riait toujours. Le célèbre Harry Potter. Je préfère ne pas savoir ce que le ministère me ferait à moi si je m'amusais à gonfler une de mes tantes. Remarque, il faudrait d'abord qu'il me déterre parce que ma mère m'aurait tué sur le champ. Tu n'as qu'à demander à mon père ce soir. Nous aussi, on va passer la nuit au chaudron baveur. Comme ça, tu pourras venir avec nous à la garde-main. Hermione reste aussi. Oui, en effet, je prononce Ron et pas Ron. Je suis désolée pour ça, parce que j'ai découvert les livres quand j'étais petite et que du coup les films n'existaient pas, je ne connaissais pas la prononciation et j'ai grandi en étant persuadée que ça se disait Ron et du coup malheureusement au fil des années maintenant je n'arrive pas à faire retour en arrière et à le prononcer correctement, c'est-à-dire à dire Ron. J'en suis désolée, mais malheureusement je vais rester sur la prononciation de Ron. J'espère que ça ne vous embêtera pas trop. Hermione, le visage rayonnant, approuva d'un signe de tête. Mes parents m'ont laissé ici avec toutes mes affaires. Formidable, s'exclama Harry d'un ton joyeux. Alors, vous avez tout acheté. Il ne vous manque plus rien. Regardez
les moldus. Tu sais déjà tout sur les moldus. Ce qui me passionne, c'est de les étudier du point de vue des sorciers, répondit Hermione avec le plus grand sérieux. Est-ce que tu as quand même l'intention de dormir ou de manger un peu cette année demanda Harry, tandis que Ron éclatait d'un rire coquenard. Mais Hermione fit semblant de ne pas avoir entendu. Il me reste 10 galions d'or, dit-elle. En septembre, c'est mon anniversaire et mes parents m'ont donné un peu d'argent pour m'acheter un cadeau d'avance. Tu pourrais t'offrir un livre, par exemple, lança Ron d'un air faussement naïf. Non, je ne crois pas, répondit Hermione d'un ton posé. J'ai très envie d'un hibou. Harry a Edwige. Toi, tu as Errol. Je n'ai rien du tout, coupa Ron. Errol, c'est le hibou de la famille. Moi, tout ce que j'ai, c'est Croutard. Il sortit son rat de sa poche. Et il faudrait que je le fasse examiner, ajouta-t-il en posant l'animal sur la table. Je crois que l'Égypte ne lui a pas fait de bien. Croutard avait l'air plus maigre qu'à l'ordinaire et ses moustaches tombaient tristement. Il y a une boutique de créatures magiques là-bas, dit Harry, qui connaissait par cœur le chemin de traverse à présent. Tu n'as qu'à aller voir s'ils ont un remède pour Croutard et Hermione pourra acheter son hibou. Ils payèrent leur glace et traversèrent la rue pour aller à la ménagerie magique. La boutique n'était pas très grande et les murs étaient entièrement recouverts de cages. Chut, mon chat, c'est pas encore l'heure pour toi. Non. Chut. Il y régnait un vacarme permanent, accompagné d'une forte odeur. Les créatures qui occupaient les cages passaient leur temps à piailler, couiner, caqueter, siffler. Derrière le comptoir, une sorcière donnait des conseils à un client sur les soins à prodiguer au triton à double queue. Pendant ce temps, Harry, Ron et Hermione examinèrent les créatures enfermées dans les cages. 2 énormes crapauds violets gobaient des cadavres de mouches à viande en émettant des bruits de succion. Il y a un arbre avec tous les animaux qui sont dessus. Il y a même des petits chats là qui font ronron et tout, qui se roulent par terre, qui sont trop mignons. Une tortue géante à la carapace incrustée de pierres précieuses étincelait près de la vitrine. Des escargots venimeux de couleur orange rampaient lentement sur les parois de leur cage de verre et un gros lièvre blanc se métamorphosait sans cesse en chapeau haut de forme. Chut, mon chat, je vais être obligée de fermer la porte si tu continues. Se métamorphosait sans cesse en chapeau haut de forme dans un bruit de pétard. Il y avait aussi des chats de toutes les couleurs, une cage pleine de corbeaux jacasseurs, un panier de petites créatures à fourrure qui chantonnaient bruyamment. Il est là le panier avec les créatures qui chantonnent. Et sur le comptoir, une grande cage remplie de rats noirs qui sautaient à la corde en se servant de leur queue. Le client au triton sortit de la boutique et Ron s'approcha du comptoir. « J'ai des ennuis avec mon rat,
ce soit. Les yeux de la sorcière regardèrent l'oreille gauche en lambeau de l'animal, puis sa patte de devant amputée d'un doigt. Il est au bout du rouleau, dit-elle en hochant la tête. Il était déjà comme ça quand Percy me l'a donné, répondit Ron comme pour se défendre. Un rat ordinaire comme celui-là vit rarement plus de 3 ans, dit la sorcière. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus résistant, vous pourriez peut-être essayer un de ceux-ci. Elle montra les rats noirs, qui recommencèrent à sauter à la corde. Des cabotins, marmonna Ron. Si vous n'en voulez pas d'autres, essayez ce rat confortant. C'est un tonique pour rabougri, dit la sorcière en prenant un flacon rouge sous le comptoir. D'accord, dit Ron. C'est combien? Oui. Ron se plia en deux, les mains levées pour se protéger. Attendez, je vais juste faire une petite pause pour fermer la porte. Parce que je crois que Kitty a très envie de faire la fête. Voilà. Allez, on reprend. Eh oui, je sais, j'écorche le nom de Ron, je devrais dire Ron, et non pas Ron. Mais j'ai grandi en pensant qu'il s'appelait Ron vu que les films n'existaient pas à l'époque. Donc maintenant, je n'arrive pas à faire autrement. Désolée pour ça. Ron se plia en deux, les mains levées pour se protéger. Une chose énorme de couleur orange s'était élancée de la plus haute des cages, avait atterri sur sa tête, puis rebondit au milieu du comptoir en se précipitant sur Croutard avec des sifflements furieux. Non, ça suffit, Bâton Rond, s'écria la sorcière. Ah oui, là on est vraiment dans une ambiance sorcière avec le chat, c'est sûr. Mais Croutard lui avait glissé des mains comme un savon. Il atterrit sur le sol, les pattes écartées, et s'enfuit vers la porte de la boutique. Croutard, s'exclama Ron en se lançant à sa poursuite dans la rue. Harry le suivit, et il leur fallut près d'une dizaine de minutes pour retrouver Croutard, qui était allé se réfugier sous une poubelle à proximité du magasin d'accessoires de Quidditch. Ron remit le rat tout tremblant dans sa poche et se redressa en se massant la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'est tombé sur le crâne ?» dit-il. C'était soit un très gros chat, soit un petit tigre, suggéra Harry. Où est Hermione? Sans doute en train d'acheter son hibou. Ils revinrent sur leurs pas, parmi la foule qui se pressait sur le chemin de traverse. Lorsqu'ils furent de retour devant la ménagerie magique, Hermione sortit de la boutique. Mais ce n'était pas un hibou qu'elle serrait dans ses bras, c'était l'énorme chat orange. « Ne me dis pas que tu as acheté ce monstre !» s'exclama Ron, bouche bée. « Il est magnifique, tu ne trouves pas ?» dit Hermione rayonnante. « Question de goût », pensa Harry. La fourrure orangée du chat était épaisse et foisonnante, mais l'animal avait les pattes nettement arquées et son museau étrangement écrasé, comme s'il avait heurté un mur de plein fouet, lui donnait l'air grincheux. À présent que Croutard avait disparu de son champ de vision, le chat ronronnait paisiblement dans les bras d'Hermione. « Hermione, cette chose m'a quasiment scalpé, protesta Ron. « Il ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas, Bâton Rond ?» dit Hermione. « Et pour Croutard, il ne l'a pas fait exprès, s'indigna Ron, en montrant la bosse que formait sa poche. Ce rat a besoin de repos et de tranquillité. Il n'aurait jamais la paix avec ce machin-là autour de lui. Ça me fait penser que tu avais oublié ton réconfortant, dit Hermione, en lui glissant dans la main le petit flacon rouge. Et cesse de te
souci. Bâton Rond dormira dans le dortoir des filles et Croutard dans celui des garçons. Alors, je ne vois pas le problème. Pauvre Bâton Rond, cette sorcière m'a dit qu'il est resté dans cette boutique pendant une éternité. Personne ne voulait de lui. Je me demande bien pourquoi, dit Rond d'un ton sarcastique, tandis qu'il prenait la direction du chaudron baveur. Monsieur Weasley, assis au bar, lisait la Gazette du sorcier. Harry, lança-t-il, avec un grand sourire. Comment vas-tu? Très bien, merci, répondit Harry. Suivi de Ron et d'Hermione, il rejoignit Monsieur Weasley au bar. À la une du journal s'étalait à nouveau une photo de Sirius Black qui le regardait. Ils ne l'ont toujours pas attrapé, demanda-t-il. Non, répondit Monsieur Weasley avec une soudaine gravité. Nous avons tous été mobilisés pour essayer de le retrouver, mais jusqu'à présent, nous avons échoué. Est-ce qu'on toucherait une récompense si on l'attrapait? Demanda Ron. Ce serait une bonne chose de ramasser un peu d'argent. Ne sois pas ridicule, Ron, répliqua Monsieur Weasley, qui paraissait très tendu. Blake ne va pas se laisser prendre par un sorcier de 13 ans. Il n'y a que les gardiens d'Azkaban qui puissent le capturer. Tu peux me croire. À cet instant, Madame Weasley fit son entrée dans le bar, chargée de ses achats, et suivie par ses fils jumeaux, Fred et George, qui allaient commencer leur 5e année à Poudlard. Percy, le nouveau préfet en chef, et Ginny, la Benjamine de la famille. Ginny, qui avait toujours eu un faible pour Harry, sembla encore plus gênée qu'à l'ordinaire lorsqu'elle l'aperçut, sans doute parce qu'il lui avait sauvé la vie l'année précédente à Poudlard. Elle rougit jusqu'aux oreilles et marmonna un vague « salut » sans le regarder. Percy, en revanche, lui tendit la main d'un air solennel, comme s'il le rencontrait pour la première fois. « Harry, très heureux de te voir, dit-il. »« Salut Percy, » répondit Harry, en s'efforçant de ne pas éclater de rire. « J'espère que tu vas bien, » ajouta pompeusement Percy en lui serrant la main. Harry avait l'impression de participer à une cérémonie officielle. « Très bien, merci, » assura-t-il. Harry lança Fred en écartant Percy d'un coup de coude et en s'inclinant profondément. « C'est fabuleux de te voir, mon vieux. »« C'est même magnifique, » ajouta George en poussant Fred et en serrant à son tour la main de Harry. « Absolument épatant. » Percy fronça les sourcils. « Ça suffit maintenant, » dit Madame Weasley. « Maman !» s'exclama Fred, comme s'il venait juste de s'apercevoir de sa présence. « C'est vraiment renversant de te voir. »« J'ai dit, ça suffit, » répéta Madame Weasley, en posant ses sacs sur une chaise vide. « Bonjour Harry, mon chéri. J'imagine que tu connais déjà la nouvelle. » Elle montra l'insigne en argent flambant neuf sur la poitrine de Percy. C'est celle-ci, celle de préfet en chef. Le 2e préfet en chef de la famille, dit-elle avec orgueil. Et le dernier, marmonna Fred dans un souffle. Ça, je n'en doute pas, reprit Madame Weasley en fronçant les sourcils. J'ai remarqué qu'aucun de vous n'a été nommé préfet. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait être préfet s'indigna George, que l'idée semblait révolter.
voiture, répondit monsieur Wesley. Tout le monde se tourna vers lui. Comment ça se fait? S'étonna Percy. C'est à cause de toi, Perce, dit George, le plus sérieusement du monde. Ils vont même mettre de petits drapeaux sur le capot, avec les lettres B et C brodées dessus. Ça veut dire prétentieux et crâneur, ajouta Fred. Tout le monde bouffa de rire, sauf Percy et Madame Wesley. Pourquoi le ministère nous envoie-t-il des voitures, papa? Demanda à nouveau Percy, d'une voix cérémonieuse. Eh bien, étant donné qu'on n'en a plus et que je travaille là-bas, ils ont décidé de me faire une fleur, répondit monsieur Wesley. Il avait dit cela d'un ton détaché, mais Harry remarqua que ses oreilles étaient devenues écarlates, comme celles de Ron, lorsqu'il n'était pas très à l'aise. Et heureusement, intervint Madame Wesley, tu te rends compte de tous les bagages que vous avez à vous tous. Vous offririez un beau spectacle dans le métro des Moldus. Vos valises sont prêtes, j'espère. Ron n'a pas encore rangé toutes ses affaires dans la sienne, dit Percy d'un ton douloureux. Il a tout entassé sur mon lit. Tu ferais bien de t'en occuper maintenant, Ron, dit Madame Wesley. Demain, nous n'aurons pas beaucoup de temps. Ron jeta un regard noir à Percy. À la fin du dîner, tout le monde avait l'estomac bien plein et se sentait un peu endormi. Un par un, les convives montèrent l'escalier pour préparer les bagages. Ron et Percy occupaient la chambre voisine de celle de Harry. Celui-ci venait de boucler sa valise lorsqu'il entendit des éclats de voix de l'autre côté du mur. Il sortit dans le couloir pour voir ce qui se passait. La porte de la chambre 12 était entr'ouverte et Percy semblait furieux. Il était là, sur la table de chevet, hurlait-il. Je l'avais enlevé pour l'astiquer. Je n'y ai pas touché, c'est tout, répliqua Ron. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Harry. Mon insigne de préfet en chef a disparu, dit Percy en se tournant vers Harry. Et le raconfortant de Croutard aussi, ajouta Ron en fouillant dans sa valise. Je me demande si je ne l'ai pas oublié au bar. Pas question de sortir d'ici tant qu'on n'aura pas retrouvé mon insigne, s'écria Percy. J'ai fini de faire ma valise. Je peux aller chercher le médicament de Croutard, dit Harry à Ron en sortant de la pièce. Il était presque arrivé au bar lorsqu'il entendit les échos d'une autre dispute en provenance du petit salon. Il reconnut la voix de monsieur et madame Wesley. Harry hésita. Il aurait voulu se faire le plus discret possible, mais lorsqu'il entendit prononcer son propre nom, la curiosité l'emporta et il s'approcha de la porte. C'est absurde de ne rien lui dire, s'exclamait monsieur Wesley. Harry a le droit de savoir. J'ai essayé d'en parler à Fudge, mais il n'a rien voulu entendre. Il persiste à traiter Harry comme un gamin. Pourtant, à 13 ans, il est quand même... Arthur, l'interrompit madame Wesley d'une voix perçante. Harry serait terrifié s'il apprenait la vérité. Tu veux vraiment qu'il retourne en classe avec cette menace au-dessus de la tête? Laisse-le donc tranquille. Il est beaucoup plus heureux en ne sachant rien. Je ne veux pas le démoraliser. Je veux simplement qu'il soit sur ses gardes, répliquait monsieur Wesley. Tu sais bien comment ils sont, lui et Ron. Ils vont toujours se promener tous les deux. Ils ont même fini par se retrouver dans la forêt interdite. Mais cette année, il ne faut surtout pas que Harry recommence ce genre de fantaisie. Quand je pense à ce qui aurait pu lui arriver le soir où il s'est enfui de chez lui, si le Magicobus ne l'avait pas ramassé, je suis sûre qu'il serait mort avant que le ministère ne le retrouve. Justement, il n'est pas mort, il est même en parfaite santé. Alors, à quoi bon? Molly, on dit que Sirius Black est fou, et c'est sans doute vrai.
ce sont les intentions de Blake. Mais Harry serait parfaitement en sécurité à Poudlard. On pensait aussi que la prison d'Azkaban offrait toutes les conditions de sécurité. Si Blake a réussi à s'en échapper, il peut aussi s'introduire à Poudlard. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'il en veuille à Harry. Il y eut un coup sourd. Pardon, c'est TikTok qui met une alerte sonore pour me demander si je suis toujours là. Désolée, à tous ceux dans le fond qui étaient déjà endormis. Pardon. Comme hier, bah ouais, exactement. Mais je pensais vraiment que ça avait baissé le son, mais pas du tout visiblement. J'en suis désolée. Faudrait que je regarde. Merci beaucoup pour tous les cadeaux, c'est adorable, et pour tous les follow. Faudrait que je regarde et que je fasse des tests de son pour savoir comment je peux faire pour régler ça, parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas du tout. Il y eut un coup sourd, comme si Monsieur Weasley venait de taper du poing sur la table. Molly, combien de fois faudrait-il que je te le répète? Ils n'en ont pas parlé dans la presse, parce que Fudge ne veut pas que ça se sache. Mais il s'est rendu à Azkaban la nuit où Blake s'est évadé. Les gardiens lui ont dit que depuis un certain temps, Blake parlait dans son sommeil et qu'il répétait toujours la même chose. Il est à Poudlard. Il est à Poudlard. Blake a l'esprit dérangé, Molly. Et il veut tuer Harry. À mon avis, il doit être persuadé que tuer Harry permettrait de ramener tu sais qui au pouvoir. Blake a tout perdu le soir où Harry a mis un terme aux agissements de tu sais qui. Et il a eu tout le temps de ruminer ça pendant les 12 ans qu'il a passé à Azkaban. Il y eut un silence et Harry se pencha un peu plus vers la porte, avide d'en entendre davantage. « Tu n'as qu'à faire ce que tu crois utile, Arthur, » dit Madame Weasley. « Mais tu oublies Albus Dumbledore. Je ne pense pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit à Harry avec Dumbledore comme directeur de Poudlard. J'imagine qu'il est au courant. Bien entendu, il a fallu lui demander l'autorisation de poster des gardiens d'Azkaban aux différentes entrées de l'école. Il n'était pas très content, mais il a quand même accepté. Pas très content. Pourquoi serait-il mécontent s'ils parviennent à capturer Blake? Dumbledore n'aime pas beaucoup les gardiens d'Azkaban, dit Monsieur Weasley. Moi non plus d'ailleurs. Mais quand on a affaire à un sorcier tel que Blake, il faut parfois travailler avec des gens qu'on préférerait éviter. S'ils arrivent à sauver Harry, dans ce cas, je ne dirai plus jamais rien contre eux, assura Monsieur Weasley d'un ton las. Il
veiller sur lui. Et il allait envoyer 2 voitures officielles qui les emmèneraient à la gare pour que les Weasley puissent le surveiller jusqu'à ce qu'il monte dans le train. Harry resta immobile à écouter les cris étouffés qui provenaient de la chambre voisine, en se demandant pourquoi il avait beaucoup moins peur qu'il n'aurait dû. Sirius Black avait tué 13 personnes en lançant un seul sort, et Monsieur et Madame Weasley étaient persuadés qu'ils seraient saisis de panique s'ils venaient à apprendre la vérité. Mais Harry était parfaitement d'accord avec Madame Weasley lorsqu'elle affirmait qu'il n'y avait pas d'endroit plus sûr au monde que là où se trouvait Albus Dumbledore. Ne disait-on pas que Dumbledore était la seule personne que craignait Lord Voldemort lui-même? Blake, qui avait été le bras droit de Voldemort, n'aurait-il pas tout aussi peur de lui? Et puis, il y avait aussi ces gardiens d'Azkaban, dont tout le monde ne cessait de parler. Ils semblaient inspirer une véritable terreur, et s'ils étaient postés tout autour de l'école, Blake aurait beaucoup de mal à y entrer. Finalement, ce qui préoccupait le plus Harry, c'était qu'il n'avait pratiquement plus aucune chance d'obtenir l'autorisation de visiter Préolard. Personne ne le laisserait quitter le périmètre protégé du château tant que Blake n'aurait pas été attrapé. Harry s'attendait à faire l'objet d'une surveillance de tous les instants jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Il fronça les sourcils en contemplant le plafond plongé dans la pénombre. Pensait-il vraiment qu'il était incapable de se débrouiller tout seul? Il avait échappé 3 fois aux griffes de Voldemort. Il n'était donc pas si empoté. L'image de la bête tapie dans l'obscurité de Magnola Crescente s'imposa alors à son esprit. Que faire lorsque l'on sent venir le pire? « Je ne me laisserai pas assassiner, dit Harry à voix haute. Excellent état d'esprit, cher ami, répondit le miroir d'une voix endormie. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre 4 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'espère